Bonjour à tous. Alors, je suis très content d'avoir mon ami Vincent dans la salle parce que la dernière fois qu'on a eu une conversation sur les médias sociaux, c'était moi qui étais le castrateur et lui qui parlait du pays des bisounours, comme quoi ça se renverse. Oui, alors l'avocat travailliste, je suis spécialiste en droit du travail, donc moi ce qui m'intéresse c'est la relation entre les médias sociaux et les salariés dans leur comportement individuel ou dans leur comportement collectif et comment on fait dans le cadre des chartes pour arriver à organiser. On ne va pas dire autre chose que organiser. Voilà, je vais vous parler de 4 choses. Les voies d'interaction, parce que ça vient d'un peu partout. C'est un petit peu plus large peut-être que la seule discussion qui a eu lieu jusqu'à maintenant. La forme d'une charte. Là, vous en avez une papier, c'est déjà intéressant. Les contenus, je ne rentrerai pas dans le détail des contenus au sens du fond, mais quelques idées de contenu, et puis les do's and don'ts, pour utiliser un anglicisme. Oui, non, ça c'est une animation de trop qui aurait dû être faite à l'envers. Voilà, il faut appuyer sur le bouton encore une fois pour que voilà. Voilà, donc voilà les différentes idées qu'on peut avoir et vous voyez, on n'a pas tout évoqué avec quelques lettres qui sont tombées des mots, mais c'est pas grave. On a quand même, c'est une créativité considérable hein, pour un cabinet d'avocats de faire un truc comme ça. Vous imaginez pas. Alors, on les prend rapidement. En fait, j'ai pas besoin de mes lunettes, c'est super. Bon, la sécurité, on en a parlé. La vie privée, c'est quand même un petit souci. L'activité syndicale, pour continuer sur ce que disait Vincent tout à l'heure. Le problème des sanctions que vous n'avez pas du tout évoqué. J'avoue effectivement que tant Aiko que Orange à l'instant, que le précédent intervenant me fait un petit peu penser, je ne sais pas si c'est Bisounours, j'étais pas fan, mais je suis plus fan du monde de Oui Oui, et c'est un peu le monde de Oui Oui là, ce que vous décrivez. Alors évidemment, vous avez une vision en tant que community manager ou responsable des médias sociaux dans une entreprise qui est une vision extrêmement positive, et moi à l'autre bout de la chaîne, je récupère les scories et les déchets, c'est-à-dire tous les problèmes que ça a généré. Donc tous les comportements malveillants, tous les comportements que vous appelez inadaptés avec une métaphore extrêmement douce, on les récupère puisque nous, on les licencie, donc on assiste les employeurs pour les licencier. Donc quand je dis on les récupère, c'est une façon de parler, enfin on les fait passer, voilà. Et en fait, ce que je dois vous dire, c'est que moi qui avais dans mon école de commerce il y a très longtemps zigzagué autour des cours d'informatique en me disant surtout jamais voir ce truc-là, et je me suis retrouvé un jour devant une machine que je ne savais même pas allumer. Je suis devenu une espèce de geek. Maintenant j'adore ça, mais il n'y a pas un jour dans lequel il n'y a pas un dossier où on a un problème d'usage de médias sociaux qui a dérapé. Alors je veux bien que chez vous, on encourage les gens, et ça, Orange n'est pas client, donc visiblement chez Orange, tout se passe bien, tout est orange, voire rose. Mais quand même, ça se passe globalement de façon contrastée. Donc il faut rester sur cette idée-là. Tout à l'heure, Aiko dit non, no rules, pas de règles, pas de normes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je rejoins assez le point de vue d'Orange qui dit que ça facilite la vie des gens qui s'aventurent dans l'inconnu. Si on leur donne des règles, au moins ils savent où ils vont. Et puis, je vais un petit peu plus loin. On est quand même là pour faire du business. Et quand on ne prévoit pas un certain nombre de règles, dehors, ce n'est pas le monde de Oui Oui. Il y a des concurrents qui cherchent des informations. Il y a des gens qui peuvent se faire payer pour aller récupérer des informations. Alors aujourd'hui, hier, c'était compliqué parce qu'il fallait faire embaucher quelqu'un de manière artificielle, le laisser pendant 2-3 ans dans l'entreprise qui récupère les informations, qui les repasse à l'extérieur. C'était difficile. Ensuite, on a inventé l'email qui a commencé à faciliter un peu les envois très discrets à l'extérieur avec un motif du genre privé, mes vacances. Et aujourd'hui, on a les médias sociaux sur lesquels les gens discutent de manière assez libre et assez défoulée. Et à partir du moment où ce n'est pas encadré, c'est difficile. Alors quand on est à l'intérieur du média social d'Orange, le média interne, le myloreal.com, myorange.com, bon, les gens peuvent dire un certain nombre de choses, mais ils sont quand même un peu contraints, dans un environnement un peu contraint. Quand ils en sortent, ils ne restent pas forcément dans le domaine du privé. Si on peut passer au suivant.
ils n'en restent pas forcément au domaine du privé. Et voilà ce qui se passe. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un flou qui est très inquiétant. D'abord, l'utilisation personnelle des réseaux sociaux, elle était mentionnée par les deux intervenants d'Orange tout à l'heure, sur le lieu de travail et durant le temps de travail. Ça vous pose aucun problème parce que vous êtes tous geeks, parce que vous aimez tous ça, parce que vous êtes pour beaucoup dans des aspects de communication, mais vous oubliez un tout petit peu que probablement la plupart d'entre vous sont au forfait, ou soit des travailleurs indépendants qui donnent du conseil, soit des gens au forfait, en forfait jour. Vous oubliez qu'il y a quand même des gens qui travaillent à 35 heures avec une vision complètement tayloriste et complètement passée du travail, où on découpe le temps en heures et où on ne donne pas son savoir-faire, on donne 35 heures de son temps à son employeur. Bon. Si pendant ce temps-là, les gens sur leur lieu de travail et durant leur travail passent leur temps, et c'est très amusant Facebook, moi j'ai un compte LinkedIn, un compte Facebook, quand je vais sur LinkedIn, je trouve toujours plein de copains, j'invite plein de gens, j'ai plein de relations, c'est super. Je peux y passer des heures. En attendant, je ne produis pas. Si dans une entreprise, des gens se mettent tous à aller sur Facebook et sur LinkedIn, ça pose quand même un petit problème de temps de travail. Ensuite, l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Vous en avez parlé, en dehors du lieu de travail, en dehors du temps de travail. C'est le cas Alten, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est typique, les gens continuent à parler boulot après le boulot. Donc c'est ce que nous on appelle le floutage entre les distinctions. La partie professionnelle et la partie personnelle, les deux s'entremêlent. Alors bien sûr, on va me dire, ah bah oui, mais ils peuvent bien travailler sur Facebook, ils peuvent bien aller un petit peu sur Facebook à titre personnel, sur leur compte personnel, puisque par ailleurs, ils vont envoyer 2-3 mails de chez eux, et ça ne compte pas dans le temps de travail. Ben d'accord, mais ce n'est pas encore comme ça que la loi fonctionne, et c'est très très compliqué. Et ça rend les choses très très compliquées. Du coup, il y a beaucoup de gens qui dérapent, et quand ils dérapent, pof, un petit coup derrière la nuque et dehors. Donc il faut quand même faire un peu attention. Il y a une distinction difficile. Je ne sais pas si vous lisez bien au fond de la salle, c'est écrit un peu petit, mais il y a des sites à vocation professionnelle comme LinkedIn et Viadeo qui sont parfois utilisés en fait à des fins personnelles. Pourquoi ? Parce que je recherche un emploi, parce que je sens que je ne suis pas très bien dans mon boulot, donc je vais commencer à utiliser de manière intensive LinkedIn en ayant l'air d'utiliser LinkedIn parce que c'est bien pour ma boîte. En fait, c'est bien pour moi. À l'envers, il y a des sites à vocation personnelle, Facebook à l'origine, qui maintenant portent des pages pour des entreprises, et donc et Twitter pour les journalistes, par exemple, qui leur a appris l'arrestation de DSK, c'est arrivé par un tweet apparemment au départ. Bon. Ou par un blog, non, c'était peut-être un blog vaguement UMP, enfin quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, c'est arrivé par un site. Et c'est arrivé par un site, et c'est une information, c'est-à-dire ce qui sert aux journalistes à vivre, qui est arrivé par un tweet. Hein. C'est un tweet ? Oui, c'est un tweet. Bon, il y a un expert là, c'est lui qui a envoyé le tweet. Donc, dernière chose, la communication sur le travail. Les gens communiquent sur leur travail. C'est la question de l'identification des gens. Orange, je suis Nicolas Sauvage @orange.fr. Quand je communique, on voit que c'est @orange.fr. Alors, si c'est orange.fr, c'est peut-être juste que j'ai un compte chez Orange. En revanche, si c'est Nicolas Sauvage _orange @orange.fr, là, il commence à y avoir un problème. Donc, comment on fait ? Comment on raisonne ? Comment on régit ? Comment on réglemente ? Comment on sanctionne ? Alors, hop. Super. Les problèmes qu'on a, nous, voilà, vous voyez, je ne l'ai pas modifié pendant le début de la conférence. C'est le monde de Oui Oui, la charte barbelée. La charte barbelée, j'emprunte l'expression à Vincent, à qui je rends hommage pour la trouvaille. Et le monde de Oui Oui, c'est la vision de tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent, parce que c'est arrivé très vite. Le Code civil qui régit notre droit en France, il a été écrit en 1804. Et il a été promulgué par un monsieur qui s'appelait Napoléon Bonaparte. La première fois qu'il a été modifié pour des aspects numériques, c'est en 2001. Et en 2001, on a introduit la possibilité de la preuve électronique. Donc il s'est quand même écoulé juste 200 ans, 197 ans. Bon. Donc on a eu quand même beaucoup de temps qui a passé entre les deux. Il a fallu 200 ans pour qu'on arrive à faire une modification. Alors pas parce que les réseaux sociaux existaient il y a 200 ans, mais il a quand même fallu beaucoup de temps entre le début de l'Internet 1990 et le changement du code. Donc aujourd'hui, vous êtes très très en avance. Donc nous, les juristes, on est un peu derrière. Les juges, ils sont un peu derrière. Twitter, vous leur parlez de Twitter, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils vous regardent en pensant que c'est un personnage d'une bande dessinée. Donc c'est quand même un peu difficile quand on arrive sur un licenciement. Oui, vous comprenez, avec son compte Twitter, il a insulté le président. Bon, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils pensent que c'est un compte bancaire. Enfin, ils ne comprennent pas de quoi on parle. C'est difficile. Voilà les choses qui s'entrechoquent. Liberté d'expression individuelle. J'ai le droit, en tant que salarié, de dire un peu ce que je pense, mais d'une façon modérée.
contre protection de l'entreprise. Je ne dois pas dire des choses qui vont porter atteinte à mon entreprise. La liberté d'expression contre la protection de la vie privée. J'ai le droit de dire que le président est en train de se taper sa 3e maîtresse de la semaine et que c'est quand même scandaleux, mais le président a droit à une protection de la vie privée. Ça n'a d'ailleurs pas d'intérêt particulier, mais c'est quand même des choses qu'on peut voir dessus, sur les sites. L'exécution de bonne foi du contrat de travail. Vous êtes dans un lien avec un employeur. À partir du moment où vous êtes dans un lien avec un employeur, vous lui devez un certain nombre de choses. Vous lui devez votre temps, vous lui devez votre mission, vous lui devez l'exclusivité de votre travail, si vous travaillez à plein temps, vous lui devez la confidentialité. Le droit d'expression collective des salariés, ça c'est un vrai problème. Et ce que disait Vincent tout à l'heure est un sujet très intéressant. Pourquoi aujourd'hui aller sur les sites, c'est à pleurer, les sites des 5-6 syndicats en France, 6 grands syndicats, sont d'une tristesse épouvantable. Il y a très peu de discussions, c'est très peu utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les syndicats s'en sont pas emparés, mais les salariés commencent à s'en emparer. Donc dans les opérations de restructuration, malheureusement on conseille beaucoup de clients en ce moment sur les opérations de restructuration, il y a des blogs qui se créent. Donc du réseau social, est-ce qu'il faut le réglementer, ça? Est-ce que vous croyez qu'on peut le réglementer? Ou ils protestent sur la manière dont ils sont traités, sur la sortie, sur le montant de leurs indemnités. Les Conti, ils n'avaient pas fait de blog. Mais s'ils avaient fait un blog, je pense qu'ils auraient eu beaucoup de monde sur leur blog. La liberté syndicale contre l'expression des IRP. La liberté syndicale, c'est normal, tout le monde a le droit d'être syndicaliste, d'être syndicalisé. Les IRP, elles ont une exclusivité sur la communication. Il n'est pas du tout question d'aller raconter quelque chose sur le blog de l'entreprise, sur un certain nombre de sujets, si vous n'avez pas préalablement informé et consulté votre comité d'entreprise. C'est un truc qui vous dit quelque chose, hein, l'information-consultation du CE. Par exemple, pas question de dire on va faire une restructuration dans cette entreprise sans avoir d'abord été aller voir son comité d'entreprise. La génération Y. J'entendais en venant tout à l'heure une jeune femme qui est la patronne des jeunesses socialistes et qui disait ah, c'est formidable parce que le prochain quinquennat plutôt, le prochain quinquennat, on va enfin penser à nous, la génération Y que je représente. Et effectivement, elle se définissait comme quelqu'un de très différent. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, pour beaucoup d'entre vous, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que vous adorez ce que vous faites, parce que vous êtes tout le temps sur vos Mac, vos BlackBerry, salut, sur vos Mac, vos BlackBerry, vos iPads, etc. Toute la journée, vous envoyez des tweets sur des sujets personnels, des sujets professionnels. Ces jeunes-là, globalement, donc la génération qui a aujourd'hui 25-26 ans, ces jeunes, ils sont très insistants sur le sujet de l'équilibre. Ils ne veulent pas qu'il y ait un floutage entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Comment je le mets dans une charte informatique? Quels autres problèmes je vais rencontrer? Le harcèlement des autres salariés à travers les médias sociaux, ça existe. Ce n'est pas une blague. Des gens qui se mettent tous sur une personne et qui commencent à lui mettre sur son mur un certain nombre de choses désagréables. C'est l'affaire Alten. La perte de productivité, j'en ai parlé, et les problématiques de confidentialité, de responsabilité de l'entreprise par rapport aux produits qu'elle met en œuvre et de propriété industrielle. Ah, on a trouvé un truc absolument génial, et ça, vous en discutez sur un forum avec votre nom @siemens.com. Voilà. Et ben, les concurrents qui passent par hasard sur le forum, ils découvrent l'information, ils vont aller déposer le brevet parce que justement, il y a 2 équipes R&D qui sont sur le même sujet, chacune dans une entreprise. Et ben, il y en a une de deux qui va aller déposer le brevet avant l'autre et à 1 heure près, c'est elle qui a le brevet pour les 10 prochaines années. Donc c'est drôlement dangereux. Bon, on ne cherche pas à faire peur, on dit juste qu'il faut un peu réglementer. Alors, il est sur ses tweets. Il répond à ses tweets, Hervé. Donc il y a des pistes. Ah, c'est pas la fin de mon truc là. Voilà. Donc il y a les pistes de réflexion parce que la question c'est est-ce que c'est un document obligatoire? C'est la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on réglemente, est-ce qu'on réglemente pas? D'abord il y a une question de culture d'entreprise. Il y a des entreprises qui vivent que dans l'oral et pas dans l'écrit. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Et ça, il faut quand même se poser la question de pourquoi ces entreprises ont une vision différente. Et dans ces cas-là, il ne faut pas leur imposer une charte qui va leur paraître extrêmement castratrice, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, il y a une question sur la charte informatique. C'est un truc qui existe en général depuis 10 ans, 15 ans dans les entreprises. Est-ce qu'elle est bien acceptée? Est-ce qu'elle est respectée par les gens? Est-ce qu'elle est contournée par les gens? Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme d'un levier pour apporter ensuite par-dessus la charte d'utilisation des médias sociaux? Pas dans l'esprit un peu répressif de la charte informatique, dans un esprit constructif, mais quand même bordé. Ensuite, les intérêts et les avantages de faire ce genre de choses, de faire une charte.
D'abord, évidemment, ça permet de réglementer l'utilisation d'Internet, pas Internet, j'aurais dû mettre les médias sociaux, mais dans l'entreprise. Ça permet de communiquer mieux. Et vous aimez tous beaucoup la communication, c'est normal. Les entreprises industrielles, ils regardent ça d'un œil un peu différent. Mais dans les entreprises de services, c'est normal. Ça permet de former les gens. Ça permet d'apporter parfois de la formation, c'est-à-dire de transmission de savoir. L'une des plus grosses pertes dans les entreprises sont les seniors qui s'en vont et qui ne transmettent pas leur savoir, qui transmettent pas leur savoir-faire. Ils partent à la retraite. Et si on a des forums, on peut imaginer qu'on aura rapidement des browsers capables de traiter, de garder, de stocker les bonnes informations, les bonnes discussions sur des bonnes pratiques que les seniors auront laissées aux plus jeunes. C'est un héritage, il ne faut pas le perdre. Et puis, dernier sujet, qui moi me concerne évidemment plus quotidiennement, c'est la question du pouvoir disciplinaire et des sanctions. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Moi, je pense que c'est facultatif, mais que c'est préférable, ça aide souvent. Il y a une première question à se poser sur la charte. Est-ce que c'est un document autonome ou est-ce que c'est un document qui est intégré dans la charte informatique? Alors la charte informatique, c'est un peu vieillot, c'est légèrement poussiéreux, c'est pas sexy, alors que le document autonome, surtout celui qui vient de nous distribuer à l'instant Orange, enfin Yann, c'est quand même, il est super sexy. Il est beau, il est papier, ce qui n'est pas très développement durable, mais enfin, c'est pas grave. Il est beau, il est bien, il est positif. On en a fait, nous, ça se discute. On en a fait pas mal maintenant. On en a conseillé pas mal à des clients. On est en général, pour répondre à un tweet qui était tout à l'heure, arrivé en dernier lieu. C'est-à-dire que la com, la sécurité, l'informatique, le marketing, tout le monde avait bossé. Et nous, on arrivait derrière. On disait alors ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça, c'est bien, mais il va falloir le changer. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Bon, puis ensuite, il y avait un petit côté itératif et on discutait ensemble. Ne nous soumettez pas à la tentation de l'intégrer dans le règlement intérieur. Alors je vous le dis parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font et qui me disent ah, c'est super. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi les gens ont envie de l'intégrer dans le règlement intérieur, mais ne cédez pas à cette tentation-là. Ne cédez pas à la tentation, c'est un autre sujet que le règlement intérieur qui n'est pas là du tout pour ça. Beaucoup de gens confondent avec le code de bonne conduite et la charte éthique. On est là dans un domaine que nous on appelle le soft law, pour ne pas utiliser le mot de loi douce parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Soft law, c'est mieux de le dire en anglais. La soft law, c'est tous les trucs un peu bizarres qu'on s'impose, en plus de la loi et des règlements que déjà tout le monde ne connaît pas, même les avocats les meilleurs. On s'impose un certain nombre de choses. Alors on s'impose, alors tout à l'heure j'entendais ne pas faire de corruption. Bon, enfin ça c'est juste le code pénal, donc c'est pas de la soft law, mais c'est l'idée de rappeler ce genre de choses-là que personne ne connaît, donc d'insister sur des points dans une entreprise, c'est quelque chose qui permet de faire avancer effectivement. Mais il y a, vous avez tous ou beaucoup d'entre vous ont des codes de bonne conduite, des chartes éthiques. Dans ces domaines-là, vous avez rajouté des obligations. Lorsque vous allez créer une charte de bonne pratique des médias sociaux, vous allez créer de la loi complémentaire. Attention à bien la respecter. Une fois que vous l'avez mise en place, ce n'est pas un document qu'on prend puis qu'on range dans un tiroir. Ça permet éventuellement les médias sociaux de mettre en place des alertes professionnelles. Je vous signale, vous avez sans doute connaissance les uns et les autres peut-être de cette affaire d'Asso Systèmes dans laquelle il y a eu un problème sur l'alerte professionnelle qui avait été mise en place, le système d'alerte professionnelle qui avait été mis en place, et où effectivement l'alerte professionnelle avait été un peu confondue avec une espèce de zone dans laquelle on pouvait dénoncer tout et n'importe quoi sur ce qui potentiellement ferait éventuellement dommage contre l'entreprise. Bon, la Cour de cassation, ça ne lui a pas plu, donc elle a cassé le truc, ça s'est arrêté tout de suite, mais c'est quand même un élément à garder en tête. Beaucoup de confusion souvent entre le code d'éthique, le code de bonne pratique, le code d'utilisation des moyens informatiques et votre fameuse charte d'usage des médias sociaux. Et puis évidemment, il faut que ce soit en langue française. Alors ça fait rire. Mais si vous voulez vous en servir un jour contre un salarié ou pouvoir faire obéir vos salariés à un certain nombre de règles, il faut que ce soit en français. Et ça a encore été rappelé le 26 juin dernier par la Cour de cassation dans un dossier où un type qui parlait parfaitement anglais avait un plan de bonus qui était en anglais. Il vivait en France, c'est un Français. Il avait un plan de bonus en anglais, il parlait parfaitement anglais, il s'est fait licencier. Il a dit « Moi, mes objectifs dans le plan de bonus, ils me sont inopposables parce qu'ils sont en anglais. »
Et c'est vrai, hein, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, ça a juste 450 ans. Les cours françaises n'entendent que le français. Et le Code du travail dit, quant à lui, que les documents avec des obligations sur les salariés ne peuvent être rédigés qu'en français, sauf si le salarié est d'origine étrangère, auquel cas on lui donne dans son domaine. Donc, si vous voulez, et donc il a eu la totalité de son bonus, hein, juste un petit truc comme ça. Donc, langue française, obligatoire, c'est pas facile de traduire ce genre de truc-là quand ça arrive des États-Unis, par exemple, où c'est très positif et très, très envoûtant, de le traduire en français. Oui, en français. Bon, le contenu, en fait, c'est la politique d'entreprise et puis le problème d'opposabilité. Alors, on passe à la slide suivante. La politique d'entreprise, moi, je vais aller vite. Il est dissipé, Hervé, en ce moment, il est dissipé. Bon, la politique d'entreprise, alors, faites attention, les médias sociaux, c'est vous qui réglementez les médias sociaux de votre entreprise, qui réglementez l'usage par les médias, par vos salariés de votre entreprise, et vous réfléchissez à la charte. Mais n'oubliez pas que quand on recrute vos salariés, le Code du travail vise les méthodologies de recrutement qui sont basées éventuellement sur les médias sociaux. Et que normalement, lorsque vous allez sur des médias sociaux, pour faire du recrutement, pour vous aider au recrutement, on vous dit attention, vous ne pouvez aller récolter que des données qui sont en lien avec le poste. Donc, vous allez sur la page Facebook d'un candidat et vous voyez qu'il a mis les photos de la dernière nouba qu'il a fait avec des copains. Ils étaient tous complètement bourrés, à poil sur une table en train de danser dans un grand restaurant français. C'est pas utilisable. Et non seulement c'est pas utilisable, mais vous n'êtes même pas censé l'avoir vu. Donc, normalement, vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas un de ses amis. Mais enfin, ça arrive. Moi, j'ai de temps en temps des adversaires, des salariés adversaires qui me poquent sur LinkedIn ou sur Facebook. Parce qu'ils savent que je suis l'avocat de leur employeur. Et bon, ils pensent que je vais dire oui. Bon. Information préalable du candidat sur les méthodes. Ça a l'air complètement délirant, mais c'est un article du Code. Hein. Il faut informer préalablement le candidat sur les méthodes qui vont être utilisées pour récolter des informations contre lui. Donc tout ça, c'est les médias sociaux. Ça concerne directement les médias sociaux. Bon, l'information préalable du comité d'entreprise sur le fait que vos recrutements, votre DRH va utiliser les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, pour aller récolter des informations sur les candidats. La protection de la vie privée, ça vous connaissez. Et c'est juste pour dire que cet usage des médias sociaux est une mode à contre-courant, puisqu'on est au CV anonyme et au recrutement sans CV. Donc on prend des gens qu'on ne connaît pas et on teste juste leur capacité dans une situation. Et contre ça, il y a ceux qui utilisent les médias sociaux. Bon. Politique d'entreprise, bon, toute méthode de surveillance doit être déclarée à la CNIL, ça vous le savez. Voilà les trois principes. La méthode, elle doit être transparente, elles doivent être transparentes, loyales, proportionnées au but recherché. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire et ça permet toutes les surveillances. Donc, lorsque vous surveillez vos salariés qui vont sur les médias sociaux, vous êtes directement là-dedans. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est loyal? Est-ce que c'est proportionné? Transparent, ça veut dire que les salariés sont informés. Loyal, ça veut dire qu'on a prévenu les IRP. Et proportionné au but recherché, ça veut dire qu'on ne va pas retenir des informations type des logs, combien de logs et de durée de logs sur Facebook ou Yammer ou je ne sais pas, ils ont eu dans la journée alors qu'ils sont censés travailler. Et qu'on ne va pas leur soustraire de leur temps de travail les heures qu'ils auront passées sur Facebook, par exemple. Information, consultation préalable du CE, ça c'est des trucs qui vous ennuient, mais bon, je l'ai mis parce qu'il faut le mettre. La protection de la vie privée. Un petit rapport CNIL de 2009 que je vous lis, mais pour ceux qui ne peuvent pas lire du fond de la salle. Les données connectées sur les réseaux sociaux par les recruteurs ne doivent pas porter atteinte à la vie privée des candidats. Il y a une seule, à ma connaissance, association qui s'appelle À compétences égales, qui a été montée par un garçon tout à fait remarquable, qui rassemble un certain nombre de recruteurs et des recruteurs qui s'engagent à ne pas utiliser les informations personnelles qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux pour le recrutement. Vous pouvez exiger de vos sous-traitants, recruteurs, cabinets de recrutement, chasse de tête ou votre DRH, qui s'engagent à ne pas aller chercher des informations personnelles sur les salariés. Ça n'a rien à faire dans le travail. Ils font bien ce qu'ils veulent le week-end. S'ils veulent se déguiser en drag queen, c'est leur problème. Ça ne regarde pas l'entreprise. Au moment de la fin du contrat. Et c'est pour ça qu'il faut éventuellement une charte. Au moment de la fin du contrat. Ça peut être la cause de la fin du contrat. Vous avez mal utilisé les médias sociaux, vous avez mal utilisé Facebook, vous avez mal parlé de l'entreprise sur LinkedIn. C'est l'affaire Alten. Alors, il faut faire bien attention à la fin du contrat. On viole plusieurs principes du droit français.
Si vous allez regarder les échanges qui sont faits par quelqu'un sur son Facebook perso pendant les heures de travail, vous violez le secret de la correspondance. C'est pénal. C'est 5 ans de prison pour le mandataire social. Complicité éventuellement de l'administrateur informatique qui allait regarder les messages échangés, si ce sont des messages qui sont des messages privés. Parce qu'on est dans de la correspondance privée. On n'est pas dans quelque chose qui va au-delà et qui devient public. On viole l'article 9 du Code civil. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. On ne peut pas aller regarder ce qu'il fait. Et on viole le droit d'expression des salariés. Ça fait beaucoup de violations. Ça reste néanmoins éventuellement la cause de rupture du contrat de travail. Tout le monde parle beaucoup d'Alten, mais très peu de gens connaissent cet arrêt de la Cour d'appel de Reims, qui est antérieur. Comme vous le voyez, c'est le 9 juin 2010. Et la Cour d'appel de Reims a rendu un arrêt tout à fait étonnant, très très technique. Là, on sent qu'il y avait, en tout cas si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants qui leur expliqué comment fonctionnait Facebook. Ils sont allés voir sur Facebook, ils ont regardé, ils en ont conclu qu'un mur Facebook n'est ni un espace privé, ni une correspondance privée. Par conséquent, c'est public. Par conséquent, le droit d'expression du salarié sur cet espace public, il est le même que quand le salarié est, par exemple, devant tous ses collègues ici et qui dit, franchement, le président est un imbécile, un incapable, vraiment, il dort toute la journée, en plus, il boit à l'heure du déjeuner. Enfin, voilà. Donc, ce genre de choses qui sont évidemment excessives, qui n'ont pas de sens, c'est dit en public. Facebook public, c'est pareil. Et les gens ont un petit peu tendance, les salariés ont un petit peu tendance à l'oublier quand ils écrivent. Et puis alors évidemment l'affaire Alten, parce que ça a fait la une des médias sur des salariés qui se sont fait licencier. Donc c'est validé, hein, la Cour d'appel de Reims dit je valide le licenciement pour faute grave. Et Boulogne-Billancourt dit je valide le licenciement pour faute grave de ces salariés qui étaient membres de la DRH et qui ont sur Facebook, sur le mur de l'un d'entre eux, ils étaient 3, ont mis des commentaires qui étaient plus que désobligeants sur leur responsable RH. Et il y a une âme bien intentionnée qui a fait une copie d'écran et puis qui est allée la donner à la DRH. Voilà. Donc il y a eu 3 places qui se sont libérées. Ça a dû faire monter la personne qui avait remis la copie de papier, je pense. Alors l'opposabilité, ça c'est l'autre sujet. C'est un sujet important. Ça vous paraît là aussi le monde de oui, mais qu'est-ce qui nous parle? L'opposabilité de quoi? Mais bon, à quoi ça sert? Pourquoi l'opposabilité? Parce que c'est pas le tout d'écrire un truc dans son coin. Il travaille bien, Yann, et puis son équipe, il travaille bien, puis ils font un super truc, et puis ils l'impriment. D'accord. Mais si c'est pas opposable aux salariés, c'est-à-dire si on peut pas leur dire, écoutez, maintenant vous avez ça, c'est pas juste un truc à mettre dans votre tiroir. C'est un document qu'il faut que vous connaissiez, qu'il faut que vous lisiez, qu'il faut que vous respectiez. Et là, vous avez des salariés qui vous disent, le jour où vous les licenciez parce qu'ils ont mal parlé sur Facebook, ils vous disent, la charte de quoi là? De quelle charte vous me parlez? La charte des médias sociaux, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ben si, on l'a diffusé dans tout le groupe. Moi, j'ai jamais signé ça, je ne suis pas engagé. J'ai signé un contrat de travail, ça je peux vous dire, dans mon contrat, voilà, il fait 4 pages, le voilà, d'ailleurs j'ai une copie pour vous, mais moi, la charte, je n'ai jamais signée. Elle ne m'est pas opposable. Et donc, puisqu'elle ne m'est pas opposable, les fautes que j'ai commises, que vous me dites que j'ai commises par rapport à cette charte, ce n'est pas des fautes, parce que ce document n'est pas une norme pour moi. Il ne constitue pas la norme, donc je n'ai pas de raison de le respecter. Et puis ça permet d'appliquer le pouvoir disciplinaire et de protéger l'entreprise. Hop. Alors comment? Information, consultation des IRP sur ce genre de documents, mais je ne doute pas que Yann ait fait ça. Une petite formalité CNIL, si on garde des informations aux médias sociaux, mais ça je pense qu'il y a une ligne directe, vous allez même avoir un SIL chez vous probablement, chez Orange. Et puis, il va me répondre, vas-y. Vas-y. Je dirais, nous n'avons bien entendu aucune ambition de licenciement de personne. Donc ce document, il est... Et non, mais je le tiens à le préciser, si jamais quelqu'un a déjà tweeté, j'ai pas vu, mais... non, c'est déjà sur le site intranet d'Orange. Est un document positif, éducatif, formateur et amical. Voilà. Amical, très important ça. Comme ça nous ne sommes pas castrateurs. Comme ça, c'est dit. Oui, mais bon, il en faut, hein, sinon, bon. Voilà, quelques formalités CNIL et puis l'information des salariés. Et c'est ça, tout le problème, c'est comment vous rendre opposable quelque chose, il faut pouvoir informer les salariés. Comment vous informez les salariés? Combien on a dit tout à l'heure? 180 000. D'accord. 180, alors vous allez voir 180 000 personnes, ça va prendre quand même une équipe d'à peu près 100 personnes pendant 2 ans pour les recevoir, leur expliquer le truc, leur faire signer. C'est ça la problématique. Et si ce n'est pas signé, si ce n'est pas accepté par les salariés, il n'y a pas de sanction. Alors c'est très joli de mettre en place des normes, etc. Mais si ce n'est pas opposable, c'est un problème. Et on a 2 catégories. On a les bleus et les anciens. Les bleus, ce n'est pas par référence à nos joueurs de dimanche, c'est les bleus au sens les nouveaux, les rookies, comme disent les Américains. Et puis les anciens, c'est ceux qui sont déjà là. Alors les nouveaux, c'est super facile.
ils arrivent, et puis dans la mallette d'entrée, le vadémécum du parfait salarié de la société du Schmoll, et ben on leur met la charte en question, et ils signent sur le dessus qu'on leur a bien remis une mallette du parfait salarié avec tout ce qu'il faut faire. En revanche, les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont sur place, là c'est plus compliqué. Alors on a plein de moyens divers pour rendre le truc obligatoire. Au revoir. Pour rendre le truc, je dépasse mon temps là. Pour rendre le truc obligatoire, on a plein de moyens divers, mais il faut effectivement les suivre. Alors les moyens, c'est l'adjonction à 5 minutes ou 5 secondes 5 minutes. D'accord. On a plein de moyens divers, du genre l'adjonction au bulletin de salaire, une large publicité dans l'entreprise, évidemment le passage devant le CE, évidemment une des techniques informatiques, le faire apparaître sur l'écran des salariés un matin. Et puis ils ne peuvent pas, comme vous savez, tout le monde regarde les clauses générales de Facebook ou de iTunes à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'iTunes, puis on vous dit lisez les conditions. Oui, bon, il y en a un seul ici qui a lu les conditions de Facebook. Tout le monde clique sur le truc et dit ouais, c'est bon, accepté, allez hop, je ne vais pas regarder. Bon, moi j'y vais parce que c'est mon métier, donc avocat, je vais regarder le truc. Bon, c'est horrible, c'est difficilement compréhensible, rédigé avec les pieds. Mais c'est très castrateur. Ça, je peux vous dire, c'est très castrateur. Mais je n'ai pas l'obligation d'y aller. En revanche, vous pouvez mettre des systèmes informatiques dans lesquels la charte s'ouvre le matin et les salariés ne peuvent pas accéder à autre chose que la charte. Et elle défile tout doucement. Ce n'est pas la peine de prendre l'ascenseur sur le côté puis de le faire descendre pour aller en bas puis cliquer « j'accepte ». Pas du tout. Elle descend tout doucement. Ils sont obligés de tout lire. Alors, ils peuvent aller prendre un café. Ça, c'est vrai. Ils peuvent aller prendre un café. Mais ça va quand même être compliqué. Et si on a mis le process et qu'on en a parlé aux IRP avant, on commence à avoir quelque chose qui n'est pas forcément accepté, mais qui est connu. Donc on se rapproche de quelque chose de mieux. Et puis à chaque fois qu'on a, et ça c'est de la DRH, à chaque fois qu'on a dans l'entreprise un mouvement, une mobilité, une augmentation, c'est un petit changement dans ton contrat, mais il faut me signer la charte. Hop là, et hop, et en l'espace de 3-4 ans, tout le monde l'a signé. Bon. Bon, opposabilité, c'est ça, hein, ça veut dire applicable aux salariés. Alors moi, je vais surtout vous parler de ce deuxième sujet, le dialogue social 2.0. C'est un sujet de TikTok TV, je crois d'ailleurs. C'est un vrai problème. Les IRP n'en veulent pas, et elles n'en veulent pas parce qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Parce qu'elles peuvent se faire dépasser par la base, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Parce que c'est très risqué. Parfois, les IRP, les organisations syndicales, les OS, comme on dit, les OS n'ont pas forcément l'oreille de la base. Elles ont des recommandations de leur centrale syndicale. Elles ont des choses à faire qui les amusent moins que ce qui se passe dans l'entreprise, mais qu'il faut qu'elles fassent, ou des messages à faire passer au niveau national. Elles ne veulent pas que les salariés disent « Non, mais nous, on s'en fout de votre truc au niveau national. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prime de panier, qu'elle soit portée de 14 € à 14,50 €. » Et s'il y a un système de dialogue social 2.0, les syndicats vont se faire rapidement dépasser par la base. Donc les syndicats sont inquiets à cause de ça, car ils étaient les médias sociaux depuis la loi Le Chapelier. C'est eux les médias sociaux pour les entreprises, c'est eux qui portaient la voix des salariés. Aujourd'hui, les salariés portent leur voix tout seuls. Évidemment, c'est embêtant. Ensuite, alors, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, éviter les recherches des informations sur les sites médias sociaux à utilisation personnelle, différencier les sources, se former, lire les rapports de la CNIL, c'est tout ça toujours assez bien écrit, intéressant. Je vous ai mis les coordonnées d'Incompétence Égale, qui est une association à laquelle il faut rendre hommage, qui lutte beaucoup, grâce à ça, contre les discriminations. C'est vrai que si j'ai le choix entre deux salariés à embaucher, sauf à ce que je sois moi-même drag queen passionné, si j'en vois un des deux qui est drag queen et l'autre qui a l'air simplement de faire du cheval pendant le week-end, je vais peut-être prendre celui qui fait du cheval pendant le week-end. Bon, enfin, ça dépend pour quel usage, vous me direz, mais évidemment. Donc, c'est quand même des choses importantes. À Compétence Égale dit, c'est hors de propos. On ne doit pas utiliser ce genre de choses-là. Il faut sensibiliser, former les DRH, ça c'est clair, et vérifier les pratiques de vos cabinets de recrutement. Et vous pouvez très bien dire, vous ne travaillerez pas pour nous si vous ne devenez pas adhérent d'Incompétence Égale. Donc on a 5 postes à vous donner, mais vous commencez par être adhérent de cette association qui va vous obliger à vous engager sur un certain nombre de choses. Et si vous n'y allez pas, vous ne travaillerez pas pour nous. Nous, on ne veut pas de gens qui aillent faire des recherches inappropriées sur les sites. Alors, autre chose... c'est super, hein, le monde de oui, bisounours, tout ça. Bon, la dynamique d'équipe, c'est génial. Mais risques psychosociaux. Les gens qui se sentent harcelés parce que finalement, le travail ne s'arrête plus jamais. Ils partent de chez eux.
Ils partent du bureau, je veux dire. Ils partent du bureau le soir, ils arrivent chez eux, ils se connectent à la page Facebook, leur page Facebook, et ils ont leurs camarades de bureau qui leur envoient des mots en leur disant tu devrais aller voir sur le site intra du groupe, il y a une nouvelle incroyable, et hop, ils vont sur le site intra du groupe et ils ne peuvent pas s'arrêter, etc. Et donc ils se sentent stressés, et ils se sentent mal dans leur peau, et ils commencent à avoir vous savez, le mouse elbow, là, à force de toucher leur souris, etc. Bon, bref. Le problème de la frontière vie personnelle, vie professionnelle et le contrôle du temps de travail. Moi, je vous dis juste une chose. Le forfait jour est mort. Pas parce que la Cour de cassation a validé son existence le 29 juin, mais parce que vous ne travaillez plus, tous ceux d'entre vous qui sont dans les activités de service ou dans les activités de support dans des entreprises industrielles, vous ne travaillez plus autant. Vous travaillez à la qualité de votre mission. Donc le forfait jour est mort. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est une prédiction que je fais et il aura disparu d'ici une dizaine d'années. C'est sûr. Mais en revanche, en face de ça, comment je contrôle le temps de travail des gens qui sont sur leur LinkedIn, leur Facebook ou leur myloreal.com pendant le week-end? Ils sont bien en train de travailler ou ils sont en train de s'amuser? Alors vous allez me dire, on ne les a pas demandé d'y aller. Oui, mais en attendant, ils y sont allés. Et s'ils y sont allés, ils sont en train de faire des heures supplémentaires. Et le compteur tourne. Et le compteur ne s'arrête jamais. Et quand vous les mettez dehors, ils vous disent, alors on va aller prendre mes logs de connexion à myloreal.com sur les 5 dernières années, puis vous allez voir que d'une part, je suis à peu près au double du temps de travail, donc je suis environ à 70 heures par semaine. Sur 5 ans. Je suis à 70 heures. Vous avez fait ce qu'on appelle du travail clandestin, puisque vous n'avez pas déclaré ces heures supplémentaires. Donc ça va vous coûter de dommages et intérêts et un petit peu de pénal aussi. Et puis, évidemment, si vous me faites un gros chèque, on va s'entendre. On peut doubler, tripler, quadrupler le salaire annuel avec des trucs comme ça. Donc le risque pour les entreprises, il n'est pas neutre du tout, parce qu'on ne peut plus rien contrôler. Et puis, il y a évidemment la responsabilité des contributeurs qui peuvent dire des sottises. Et effectivement, comme je ne sais plus qui tout à l'heure disait, sur YouTube, dire des sottises sur YouTube et donc poser des problèmes en termes de médias sociaux. Voilà, le contentieux 2.0, ça c'est une chose amusante. Ça arrive. Moi je viens avec mon iPad pour plaider déjà, donc il me regarde comme un espèce de martien. Pourtant ça n'est qu'un iPad. Je fais des présentations PowerPoint aussi pauvres que ça. Donc vous voyez, ça va pas loin. Mais quand même. On a un premier problème qui est le problème de recueil de la preuve. Comment je fais pour licencier quelqu'un qui a dit des choses qui ne sont pas bien sur son Facebook, sauf si j'ai un ami de ce monsieur qui, bien intentionné, vient m'apporter la page. Difficile. Il faut être réactif parce que sinon, la preuve disparaît. Il faut faire attention de ne pas se retrouver l'arroseur arrosé. Je vais regarder ce qu'il a fait parce que je veux le licencier ou enfin, simplement contrôler ce qu'il fait et en fait je viole le secret de la correspondance, donc c'est pénal. Je vois de l'irruption dans un tas de contentieux, de la concurrence déloyale qui commence à arriver, des problèmes qui arrivent à travers les médias sociaux. Je vois aussi les arbitres. Dans l'arbitrage, les arbitres doivent tous être totalement impartiaux. Et impartiaux, ça veut dire qu'ils n'ont aucune relation, en tout cas qu'ils doivent la déclarer, avec les parties. L'arbitrage, je ne parle pas du gars qui siffle sur le terrain de rugby. Je parle de l'arbitrage qui est l'alternative à la justice judiciaire. Il doit être totalement impartial. Si je vais regarder sur sa page Facebook ou LinkedIn et que je découvre que parmi ses amis, il y a le président d'une des sociétés qui est partie à l'arbitrage et qui ne nous l'a pas dit, je fais sauter l'arbitrage. Donc j'attends de voir s'il me donne raison, s'il me donne tort, je fais sauter l'arbitrage. Ça ne fait pas rire et ça commence à arriver. Et les magistrats font drôlement attention. Et puis dernière page, clic. Voilà. Ça, je vous laisse lire. Voilà. Vous pouvez aller sur l'URL. Publicitaire. Voilà. Vous pouvez aller sur l'URL. On est le seul. Merci. On va arrêter la chasse aux bisounours. Voilà. On est le seul cabinet d'avocats américain qui fait gratuitement, c'est téléchargeable gratuitement, un white paper avec les aspects juridiques aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et en France. Donc vous pouvez le télécharger, vous avez toutes les infos dedans, ça fait 90 pages, c'est un truc super. On remettra les liens derrière la présentation ou dans le post sur le blog de Mediaïcis, dont vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il est un peu moins moche maintenant. Il est bien. Il est bien, il est mieux, oui, il est beaucoup mieux. Encore, ça n'est qu'un début. Bon, je pense que Nicolas mérite encore un applaudissement. Comme l'a fait remarquer Thierry dans un tweet, tous les bisounours sont morts maintenant, donc... Castré, voilà, donc on n'a plus qu'à rentrer penaudement chez nous. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, des questions.
Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation, parce qu'on a rarement un regard juridique dans ce type de conférence. Donc c'est peut-être grâce au casting. Je vais rebondir sur la partie recrutement. Je suis actuellement en recherche d'un poste en web marketing. Je passe beaucoup entre parenthèses. Je passe plusieurs entretiens. J'ai rien à cacher sur ma page Facebook. Mais si c'était le cas, comment est-ce que je pourrais prouver que j'ai été en fait écarté à la fin du processus de recrutement après 45 entretiens et tests parce que j'ai eu une photo un peu louche. Donc là, c'est vraiment une question sur la preuve. Oui, alors ça c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Alors d'abord, moi je conseille les employeurs. Donc je peux quand même vous donner une idée ou deux, mais je suis de l'autre côté. Non, simplement, les employeurs que je conseille, je leur demande aussi de suivre ce genre de préceptes. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder, je ne recrute pas en allant regarder. Et moi, je vois surtout les DRH, parce que je suis travailliste, du droit du travail. Donc, je leur demande de ne pas aller regarder ce genre de choses-là. Ils ne me le disent pas forcément. Et leurs recruteurs ne me le disent pas forcément. Comment vous pouvez avoir la preuve? Alors, ça va être un tout petit peu compliqué, sauf si vous avez une gaffe. Et c'est la gaffe qui peut vous mettre sur la trace. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, par exemple, imaginez, je ne vous connais pas, mais imaginez que vous soyez drag queen, en fait. Le week-end, c'est votre truc. Pourquoi pas? Bon. Alors, vous avez cet entretien, et puis, pendant l'entretien, on vous dit... Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la boîte de nuit? Je ne sais pas quoi, il y a sûrement des boîtes de nuit de drag queen, donc je ne sais pas lesquelles c'est. Le Queen. Ah bah voilà, bon, donc on a un spécialiste ici. Merci Minter, merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette boîte de nuit? Ça peut arriver, une question idiote ou bon. Alors, vous n'allez rien dire. Vous n'allez pas répondre. Vous allez sortir de cet entretien, vous faites une fausse réponse, vous sortez de l'entretien, et là, vous allez effectivement attendre de voir si vous êtes pris. Si vous n'êtes pas pris, vous allez bénéficier d'une disposition du Code du travail qui dit qu'en matière de discrimination, puisque là c'est en raison de vos mœurs qu'on vous discriminerait, qu'en raison d'une discrimination, on vous a refusé une embauche. Et vous allez dire, pour preuve de cela, le tweet que j'ai envoyé immédiatement à ma copine ou mon copain, en disant qu'il m'avait posé la question de la vache, ils viennent de me demander la boîte machin. Et le droit du travail français dit que comme la discrimination est un élément qui est très très difficile à prouver pour un salarié, la charge de la preuve est partagée. Donc ce n'est pas vous qui devez faire la preuve du tout, vous devez simplement apporter au juge des éléments qui lui laissent présumer qu'il y a eu une discrimination. Et là, c'est à l'entreprise à se défendre pour dire que non, elle ne vous a pas discriminé. Et si vous avez envoyé ce tweet pendant l'interview ou juste à la sortie en disant c'est incroyable, ils viennent de me demander ça, je suis sûr qu'ils sont allés voir sur ma page Facebook, l'entreprise va avoir beaucoup de mal à expliquer qu'elle n'y est pas allée. Alors vous allez me dire, oui mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas, mais vous pouvez par exemple faire nommer un expert informatique. L'expert informatique va aller regarder sur le poste de la totalité des gens de la RH, les logs qu'il y a eu dans les jours qui ont précédé, avec comme mot-clé votre nom, et regarder s'ils n'ont pas par hasard allé chercher sur votre page Facebook, et qu'en fait ils ont vu votre page Facebook, et une fois qu'ils l'ont vu, ils en ont tiré les conclusions qui étaient les leurs. Donc le droit français ne vous laisse pas complètement démunis. Ce n'est pas super facile, je le reconnais. Mais ça fait partie des mesures qui permettent de lutter contre la discrimination à l'embauche. Et après aussi, c'est vrai aussi. Alors, j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Hervé Cabla et qui me pose la question de savoir si les social media guidelines de Reed Smith sont disponibles sur Internet. Non. Ah non, on donne déjà le white paper qui est quand même un truc très, très, très riche en informations en tout genre. Mais non, nos social media guidelines internes ne le sont pas. Et les modèles qu'on utilise pour travailler avec les clients ne le sont pas. Mais vous êtes les bienvenus. Je peux pas dire ce genre de choses. Est-ce que vous faites signer à tous vos employés justement la fameuse... Absolument, oui.
Absolument. La totalité, les gens qui sont salariés et les avocats qui ne sont pas salariés, tout le monde signe effectivement un usage des médias sociaux. Et c'est très réglementé, mais c'est une entreprise américaine. Donc elle a à double titre une réglementation. Un, parce que ce sont des avocats et donc on a des obligations en tant qu'auxiliaire de justice. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, donc je peux dire que les juges de Reims comprennent rien aux médias sociaux, mais je dirais jamais qu'ils sont stupides. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas attaquer ma propre. Je te rassure, on ne le dit pas non plus. Mon propre système judiciaire. Non, mais vous pourriez, vous êtes libre. Votre parole est libre, mais pas moi. Mais en revanche, effectivement, le deuxième caractère, qui est le caractère d'entreprise américaine très soucieuse de son image, fait qu'effectivement, on les signe. Alors, je pense que tout le monde les signe. Hein. C'est quoi l'impact sur l'usage des médias sociaux chez Reed Smith? C'est on prend un pseudo, on change son avatar et on se cache? Non, mais d'abord, on est assez heureux. Donc, je pense que le problème, on est assez heureux. Donc, on fait un métier qui est exaltant. Donc, nous, on ne sait pas tellement. Le problème, c'est pas ça. C'est les gens qui partent. Les médias sociaux. Hein, le problème de l'usage des médias sociaux qui est déviant, c'est les gens qui partent ou qui sont partis et qui cassent du sucre sur la boîte. Il y en a deux. Alors, juste deux trucs amusants sur le droit et les médias sociaux. Il y a une femme sur McDonald's, je suis tombé dessus assez facilement, une jeune femme sur McDonald's qui a raconté pique-pendre sur la façon dont le droit du travail est respecté chez McDo en France. À travers les médias sociaux, ça a fait un mal absolument considérable. McDo a dû dépenser des millions pour arriver à essayer de faire remonter leur nombre de CV qui n'arrivaient plus. Donc c'est quand même un des problèmes. Alors peut-être qu'elle a été maltraitée, pour autant la revanche est un peu violente et très très coûteuse. Et la seconde, c'est hier en regardant un site, je ne sais même pas quel était le site, mais c'est un site juridique dans lequel ça discutait entre des non-juristes et des juristes. Et il y a un avocat qui fait un certain nombre de commentaires sur l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, sur l'arrêt Alten, et qui dit, dans un média social, et qui dit les médias, journaux, la radio, depuis des jours et des jours, disent que l'avocat des 3 salariés qui ont été licenciés par Alten et licenciement validé, va faire appel devant la Cour d'appel de Paris. Je dois juste lui signaler que comme c'est le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, c'est la Cour d'appel de Versailles. Il ne faut pas qu'il se trompe parce que sinon il va être hors délai pour faire appel. Usage amusant des médias sociaux. Voilà. Et ça a fonctionné, ils ne se sont pas trompés? Je ne suis pas allé vérifier, mais on va le savoir. Alors, est-ce qu'on a encore une question là-bas? Oui, justement, la semaine dernière, précisément, quelque chose quand même assez spécial sur le plan du droit. Peut-être avez-vous la réponse. Un film sur Antenne 2 crée quand même de l'agitation dans le domaine des RH et des consultants, la gueule de l'emploi. Ils sont filmés, un cabinet de recrutement dont le nom est donné, qui avait donné son accord pour filmer très ouvertement leur méthode de recrutement pour une entreprise des assurances, le GAN. Et ça a créé quand même un émoi important compte tenu de la non-éthique de leur pratique, particulièrement dénoncée sur des dizaines de blogs de RH et de recrutement dans les jours qui ont suivi, sur Twitter, etc. Et un blogueur crée dans la journée même, le matin, un blog, sur lequel il donne très clairement les noms de famille et prénoms des recruteurs, puisqu'ils avaient donné l'autorisation d'être filmés et le nom de leur cabinet était officiel et partout dans les programmes, et sur France Info et sur France Inter. Il diffuse l'information, on y va, on donne nos positions. Dans l'après-midi, son nom est donné partout sur les Échos, l'Express. Le soir, le GAN avait obtenu, par Dieu quelle magie du droit, que le blog soit fermé. Oui, alors moi, ça m'inspire absolument rien. Je vais vous décevoir. Au point de vue du droit, d'où ça peut sortir une telle possibilité? De fermer un blog? À partir du moment où les gens avaient donné leur nom, ils étaient sur tous les médias. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce blog, mais par un référé devant le tribunal de grande instance de Paris, par exemple, on obtient la fermeture d'un blog lorsqu'il porte atteinte à l'image, à la vie privée de quelqu'un. Il y en a eu un sur un journaliste il n'y a pas très longtemps. On n'a pas fermé France 2, par contre.
Myriam n'est pas là pour se Il y défendre. aurait un peu de oui, c'est ça. Il y aurait un peu de résistance. Mais un blog qui aurait, je sais pas, quelqu'un qui commencerait à dire, à parler du révisionnisme sur son blog et à soutenir le révisionnisme, il se le fait fermer tout de suite. Tout ce qui va être contraire à une disposition du droit va permettre de faire fermer un blog pour éviter qu'on ait une difficulté de diffusion de l'information. Mais ça respecte le principe de la liberté de l'information, c'est-à-dire la loi de 1881. La remarque est pertinente quand même. On n'est pas dans le révisionnisme ou dans des hypothèses. Là, c'est un fait avéré, c'est quelque chose d'écrit que tout le monde peut vérifier. Il suffit d'avoir magnétoscopé l'émission et la réécouter. Mais sauf qu'on n'avait pas le nom des gens, si je comprends bien. On n'avait pas le nom et le nom. Oui, mais le nom. Avec le nom de leur cabinet. Ils avaient signé pour le réalisateur Didier Cross, ils avaient signé un accord. C'est pas une caméra cachée. Ça a pris 2 jours de tournage, etc. Ils étaient sur France Inter le matin, sur France Info le lendemain. Bon, l'Express, les Échos, voilà. Et dans la journée même, le gars, le pouvoir, obtient la fermeture du blog qui dit peut-être qu'au lieu de donner uniquement le nom du cabinet non éthique, dans ces pratiques de recrutement, donnons aussi le nom des gens qui pratiquent de cette façon-là. Là, les médias sociaux, quelle protection on a? Bon, voilà. Bon, c'est peut-être un cas un peu, un peu à la limite. Je défends que les entreprises. C'est un cas peut-être qu'on pourrait faire une session, on reviendra peut-être qu'on pourrait faire une session entièrement juridique où on verrait justement les deux côtés, parce que c'est pas pour critiquer, mais là c'est un petit peu biaisé là, Nicolas. Bon, ok. Enfin, je pense que le sujet est fort intéressant. Et effectivement, j'entends les questions aussi de l'autre côté. Il n'y a pas que les employeurs qui cherchent à se protéger. Il y a aussi les employeurs et aussi les fournisseurs d'informations sur Internet. Bon. Mounira, peut-être une question encore? Non? Alors, on va conclure en félicitant encore Nicolas pour cette excellente présentation. 3 fois.